bonjour à tous. Oui. Bonjour à tous. Merci à nos trois intervenants d'avoir accepté de participer à cette table ronde pour poursuivre la réflexion engagée à l'instant par Aurélien Bigot sur l'usage des données en faveur de la sobriété des mobilités. Eh bien alors, sans attendre, pardon, j'ai oublié de lancer mon chronomètre. Très important. C'est bon, ça ira. Eh bien alors, donc, du coup, sans attendre, je vais vous présenter nos trois intervenants. Alors, Sandra Théry, vous êtes depuis octobre dernier la directrice générale du pôle de compétitivité Next Move. Vous fédérez donc l'écosystème des acteurs de l'automobile et des mobilités d'Île-de-France et de Normandie. Alors vos membres, ce sont à la fois des grands groupes, des PME, des startups, voilà, des énergéticiens, des centres de recherche, mais aussi des collectivités. Et donc votre mission, c'est d'être un catalyseur d'innovation par l'accompagnement de vos membres et puis le développement de projets collaboratifs. Et alors, je voulais juste rappeler quand même que les pôles de compétitivité, c'est le fruit d'une politique publique nationale et que donc vous entretenez de ce fait des rapports étroits à la fois avec l'État et puis aussi avec les régions sur le territoire desquelles vous déployez votre action. Jean-Marc Zulesi, vous êtes ancien député. Vous avez en particulier été le rapporteur de la proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains. Vous êtes aujourd'hui le directeur de territoire d'énergie Bouches-du-Rhône, TE13, et qui est donc le syndicat départemental d'énergie des Bouches-du-Rhône, qui intervient notamment dans le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques. Et vous êtes également président d'Objectif RER métropolitain et président du Conseil stratégique de Mobile Impulse depuis 2024. Et pour finir, Richard Lecoupeau, vous êtes consultant indépendant, votre société s'appelle 2C Consulting, et donc vous accompagnez toute une palette d'acteurs également, privés, notamment industriels, également des acteurs publics comme les collectivités ou l'ADEME, sur des sujets d'optimisation et de transition énergétique appliqués à la mobilité, tout mode de transport confondu. Et donc vous intervenez aujourd'hui à la demande de France Mobilité Biogaz. Alors, vous partagez sans hésiter la conviction d'Aurélien Bigot en matière de sobriété et du caractère nécessaire de la sobriété pour conduire cette transition dans le domaine des mobilités. Et vous avez chacun un regard aiguisé sur le rôle des données et la place que peuvent jouer les données dans la mise en œuvre, dans le déploiement de cette sobriété. Je vais m'asseoir, ce sera peut-être bien. Eh bien, je vais commencer par vous, Jean-Marc Zulesi. En tant que député, vous avez participé au débat sur la loi d'orientation des mobilités. Non, pardon, j'ai oublié un petit détail. J'ai oublié de peut-être recadrer ce que j'attendais un petit peu de cette table ronde. L'idée, c'est un petit peu de répondre à toute une série de questions qui surgissent dès lors qu'on commence à évoquer cette question des données. Finalement, de quelles données parle-t-on? Comment est-ce qu'on les collecte? À quels besoins spécifiques et quels défis elles permettent de répondre? Quel usage on peut en faire? Qui peut les utiliser? Quelles sont les innovations matures et quelles sont celles qui ne pourront être déployées qu'à plus long terme? Et puis enfin, et ça me semble assez important, quel rôle peuvent jouer différents types d'acteurs pour accélérer la production et l'utilisation de ces données? Et donc en préparant cette table ronde, il m'a semblé qu'il y avait un petit peu deux volets à la discussion. Comment est-ce qu'on utilise les données pour mieux, précisément, utiliser l'existant, optimiser l'existant, donc réduire la demande de mobilité, le recours à la voiture et à l'autosolisme, et puis la consommation énergétique. Et le deuxième point, c'était comment est-ce qu'on peut penser la sobriété et l'usage des données dans le cadre du développement des carburants alternatifs et puis des véhicules de demain. Et donc,
voilà, l'idée c'était de structurer nos échanges autour de ces deux phases, de ces deux volets. Et donc, effectivement, le premier élément de réponse pourra nous être apporté par vous, Jean-Marc Zulesi. Donc vous avez participé en tant que député au débat sur la loi d'orientation des mobilités. Vous avez été le rapporteur de la proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains. Et donc, en fait, j'avais un petit peu deux questions, ou une double question à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les politiques publiques en matière de données, en particulier en matière d'ouverture des données, quels étaient les enjeux, les ambitions et quel est l'état du cadre réglementaire à l'heure actuelle? Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus spécifiquement le rôle des données dans le déploiement des services express régionaux métropolitains? Et vous avez 3 heures. Non, j'ai 5 minutes. Et vous avez 5 minutes. D'abord, un grand merci à toute l'équipe de Mobile Impulse pour l'organisation de ce 53e congrès, qui est encore une fois un succès, et je crois que votre présence le montre. Merci à tous les intervenants. Je le dis parce que dans le cadre de la constitution de la loi d'orientation des mobilités, il y a un certain nombre d'acteurs présents dans la salle qui ont contribué à la conception, à la mise en place de cette loi, en particulier sur un sujet essentiel qui est la donnée. Alors pourquoi est-ce que c'est essentiel? Je le résume souvent à un slogan. La donnée, c'est ce que je considère comme le carburant de l'innovation, mais de l'innovation du XXIe siècle. Une innovation qui tient en compte de la sobriété, qui tient en compte certes des développements des nouvelles technologies. Et donc sur les sujets des transports, on a souhaité dans le titre 3 de cette loi d'orientation des mobilités mettre le sujet de l'ouverture de ces données au cœur de la réflexion. Alors comment? Avec ce qu'on appelle le PAN, le point d'accès national, un point d'accès unique géré par DataGouv, qui a pour objet de regrouper l'ensemble de ces données au niveau national avec un point d'accès unique. Et il en va notamment des autorités organisatrices de la mobilité de faire remonter ces données avec un contrôle qui est mené par les services de l'État, un contrôle qui se fait, alors il n'y a pas de sanctions derrière, mais il y a bien un travail qui est mené de pair avec ces autorités organisatrices de la mobilité. Alors le type de données, c'est assez simple puisque nous avons souhaité faire remonter à la fois des données en lien avec la tarification, des données liées au retard, des liées aussi à la disponibilité. Tout à l'heure, on parlait des bornes de recharge. L'ouverture de ces données, elle est donc essentielle pour pouvoir avancer. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure sur les différentes applications. La volonté, c'est bien d'être des données au service de l'intérêt général. Comment? Lorsque une autorité organisatrice de la mobilité analyse les habitudes de ses concitoyens sur un territoire donné en matière de mobilité. L'objectif derrière, c'est bien de pouvoir réadapter son offre pour qu'elle soit purement et très simplement calquée sur les habitudes du quotidien de ses concitoyens. À la fin, les citoyens apprécient d'avoir une offre de mobilité adaptée à leur quotidien, et en plus de ça, ça peut faire économiser de l'argent à la collectivité. C'est ça l'objectif de la loi d'orientation des mobilités. La vérité, c'est que si on fait un petit bilan, c'est qu'aujourd'hui, le PAN marche plutôt bien, c'est-à-dire il y a beaucoup de données qui remontent. Là où on a une marge de progression, mais elle est collective, c'est qu'on puisse accompagner l'ensemble des acteurs pour pouvoir bien valoriser ces données. Parce que vous imaginez bien, et c'est normal, on ne peut pas attendre d'une collectivité qu'elle développe elle-même l'outil de valorisation de la donnée. Donc un des enjeux essentiels, c'est de pouvoir, certes, bien collecter la donnée, mais ça on le fait plutôt bien, mais c'est surtout de bien pouvoir valoriser la donnée pour qu'elle soit au service du territoire. Et puis, dernier volet, en lien avec les services express régionaux métropolitains, la proposition de loi que j'ai portée sur le sujet, elle est simple. Elle vise à redonner des solutions de mobilité à nos concitoyens en considérant le train comme la colonne vertébrale. Quand je dis le train comme colonne vertébrale, ça veut dire qu'on n'exclut pas toutes les autres formes de mobilité.
Et donc, dans ce cadre-là, si on veut jouer sur cette complémentarité dans ces modes de transport, eh bien, il y a un enjeu essentiel, c'est la donnée. Comment est-ce qu'on arrive à connecter un bus avec un train, une solution de covoiturage avec un train, une infrastructure de mobilité active avec un train? Eh bien, c'est grâce à la donnée, c'est grâce aux solutions technologiques qui sont derrière. Et d'ailleurs, dans l'article 1 de cette proposition de loi, on demande que pour être labellisé, reconnu comme un service express régional métropolitain, il faut présenter une solution de billettique, une solution multimodale. On parle souvent de MaaS, de Mobility as a Service, pour justement bien lier ces différentes solutions de mobilité. Donc voilà en synthèse, la loi d'orientation des mobilités pour faire remonter les données, une marge de progression à venir essentielle où il faut qu'on travaille tous ensemble sur la valorisation des données au service des territoires, et puis bien entendu les services express régionaux métropolitains pour travailler sur la massification et la complémentarité des modes de transport. Merci beaucoup, c'était parfait et le timing est vraiment super. Je vais me tourner à présent vers vous, Sandra Terry. Il y a quelques années, NextMove a pris le virage des mobilités plurielles, comme vous aimez le dire, et je reprends cette expression qui est de vous. Voilà, vous vous inscrivez pleinement dans la stratégie de transition qui est impulsée par les pouvoirs publics et vous êtes aujourd'hui engagé en faveur d'une mobilité à la fois durable et intelligente. Et j'avais également une double question. Quel rôle joue NextMove en tant que pôle de compétitivité dans la maturation et le déploiement sur les territoires de solutions innovantes qui favorisent le report modal? Et quels sont en particulier les développements dans le domaine des mobilités douces, si vous avez... alors voilà, j'ai l'impression que vous avez en particulier des choses dans ce domaine. Très bien, merci Anne. Déjà, NextMove est ravi d'être présent. On est un partenaire, j'ai envie de dire, historique de Mobile Impulse et on est vraiment ravi d'être présent et de représenter notre écosystème. NextMove représente 25% de la filière automobile et mobilité parce que nous couvrons 2 territoires, la Normandie et l'Île-de-France, qui représentent ces 25%, un millier d'entreprises à peu près, 100 000 emplois. Voilà, et quelque chose comme 4 milliards de chiffre d'affaires annuel. Donc on est un acteur important qui regroupe 500 à peu près parties prenantes. Et effectivement, nous avons, j'ai envie de dire, la double casquette, à la fois automobile, parce que historiquement, NextMove était centré sur l'automobile, eu égard à son écosystème, à la Mobility Valley, la Seine, et un territoire où l'automobile est fortement représenté tant dans l'ingénierie que dans la mise en œuvre production, avec des sites de production importants, mais également les mobilités plurielles, comme j'aime à le dire. Et effectivement, aujourd'hui, vous l'avez souligné, Jean-Marc, il y a un véritable enjeu à répondre à la demande des collectivités publiques, notamment, qui relaie aussi la demande des citoyens. Les citoyens veulent se déplacer de la façon la plus, j'ai envie de dire, sobre et durable possible. Pour moi, un des éléments clés sur la mobilité sobre, c'est qu'il faut qu'elle soit simple. Et pour ça, le premier pas de la mobilité commence avec ce petit objet que nous avons tous, qui nous permet aujourd'hui d'être serein quand on veut faire un parcours avec un report modal, parce qu'on est capable de prendre un train, de connecter après un bus et de faire le dernier kilomètre en vélo. Et ça, c'est quand même, et Aurélien l'a souligné tout à l'heure, une avancée qui vient des communications, de la data qu'on peut exploiter et qui est mise à disposition du citoyen. Il faut que ce soit sécuritaire, et j'y reviendrai un peu plus loin, et puis il faut que ce soit sobre et soutenable, à la fois pour le citoyen et pour les pouvoirs publics. Il faut que ça ne coûte pas très cher, en fait. Sur l'aspect sécurité, c'est un élément qui est assez fondamental. Le César, qui est un organisme qui travaille fortement sur la sécurité routière, nous explique qu'aujourd'hui, il y a une bascule en fait, de coût sociétal du 2 roues ramené au kilomètre parcouru par rapport à l'automobile. Aujourd'hui, quelque part, le 2 roues coûte un peu plus cher à la société. On connaît tous, et vous le vivez au quotidien, le vélo électrique, les trottinettes électriques, cela est facteur d'accidentologie. Donc c'est un élément qui est important. Il faut que quand, en tant que citoyen, on est amené à effectuer un report modal,
il faut qu'on puisse le faire en sécurité. Et à ce titre, Nextmove, dans son panel de partenaires, a soutenu un projet et soutient actuellement un projet qui d'ailleurs a une dimension européenne, qui va venir à objectiver un petit peu ces situations et chercher à faire en sorte que les infrastructures urbaines puissent minimiser au maximum ce risque. L'exemple qui vient en tête, c'est Floware. Floware est une start-up francilienne qui est en capacité d'utiliser de la data structurée, non structurée de l'image par exemple, c'est de la donnée qui n'est pas structurée, qui n'est pas facile à faire parler, et qui est capable d'objectiver au service de la puissance publique les réels usages de la mobilité et quelque part les risques de conflit d'usage entre du vélo, entre de la voiture, entre du piéton, et quelque part orienter les politiques publiques d'une ville. Donc là on se trouve en Espagne, c'est un projet qui regroupe 13 villes européennes, mais orienter ces politiques publiques sur l'infrastructure en fait. Et là, la data est essentielle. On vient chercher de la data de tout ordre, on vient faire en sorte qu'elle puisse être analysée, donc cette start-up est en capacité d'analyser, et on passe finalement de l'intuition quelque part aux constats qui sont objectivés pour orienter ces politiques publiques et pour faciliter ce report modal auquel nous aspirons tous. Moi, je rappelle aussi, il me semble qu'à peu près 30% des transports urbains en voiture font moins de 3 km. Donc le report modal fait complètement sens. Et je crois aussi que nos voitures sont utilisées à peu près 1 heure par jour, enfin moins de 5% du temps. Donc le report modal est essentiel. Un autre exemple parmi nos adhérents, c'est gestion de flotte vélo, par exemple. Une gestion de flotte vélo optimisée, je pourrais citer 15, par exemple, qui propose une solution où le vélo est connecté, où il y a une solution analytique qui permet de faire le juste nécessaire sur cette solution de mobilité et de proposer une solution de mobilité, j'ai envie de dire resserrée, frugale, vélo à l'usage d'agglomération. Un autre point peut-être, c'est que la mobilité est également un élément essentiel de lutte contre une forme de fracture sociale. Nextmove a la chance d'intervenir sur des territoires élargis, à la fois très denses, Paris est ultra dense, mais également un peu moins dense, à la fois en Ile-de-France et a fortiori en Normandie. Et on a une vraie conviction aussi que par la data, par l'analyse de ces données, avec des partenaires tels que VDCOM, par exemple, qui est un institut de la transition énergétique, on est capable d'objectiver les usages et d'être force de proposition auprès de la collectivité, auprès de la puissance publique, sur les solutions de mobilité à engager pour faire en sorte qu'on soit plus sobre, que la facture carbone, si je puis dire, est allégée. Donc d'éclairer vraiment ces situations avec une pluralité d'acteurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Premier parcours. Ça me semble assez bien. Passer la parole à Richard, alors peut-être. Voilà, exactement. Pour vous, un enjeu qui n'est pas suffisamment pris en compte dans les stratégies de transition, c'est la question de la consommation énergétique. Et d'ailleurs, finalement, ça renvoie peut-être un petit peu à ce que disait Aurélien Bigot à l'instant, que finalement, c'est le levier sur lequel on a le moins atteint les objectifs. Si on regarde ce qu'on s'était fixé et ce à quoi on est parvenu au cours des dernières années. Alors, en tant que consultant, vous accompagnez de nombreux acteurs du transport qui commencent à se préoccuper du sujet. Et donc, ma question était celle-ci, finalement. Pourquoi est-ce qu'on doit davantage se préoccuper de cette question? Et puis, quel rôle peuvent jouer les données pour réduire effectivement la consommation? Merci Anne, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, c'est une question très importante. Si on ne s'en occupe pas, la physique elle-même nous le rappellera à notre bon souvenir du moins. Alors Aurélien va me faire mentir légèrement parce que lui se préoccupe du sujet puisqu'il a bien croisé CO2 et énergie et donc sobriété. Effectivement, aujourd'hui, quand on regarde le prisme globalement de la modification de notre approche de la mobilité, tout est focalisé sur la baisse de l'empreinte carbone. C'est le sujet central qui occulte pratiquement tout aujourd'hui et c'est une très bonne chose. On sait les problématiques que génèrent les augmentations des niveaux de CO2. Le fait est qu'on cherche à faire cette décarbonation par une transition énergétique.
Donc on va passer de carburants fossiles à des carburants renouvelables ou biocarburants qui sont très très efficaces pour décarboner, puisque globalement on va être entre du moins 60%, le essence vous gagnez à peu près moins 60% d'émissions de CO2, jusqu'à d'électricité vous faites moins 90%, en passant par les biodiesels et le bio-GNV qui sont aux alentours de moins 80%. Donc c'est extrêmement performant sur l'enjeu CO2. Le problème, c'est qu'il y a un prisme qui est très peu regardé, qui est l'énergétique globale sur le cycle de vie des carburants. Et ça, c'est un sujet où malheureusement la transition énergétique va empirer les choses, puisque globalement, il existe un paramètre qui s'appelle le TRE, donc c'est taux de retour énergétique. Si vous voulez chercher en anglais des publications sur Internet, c'est IROI, donc Energy Return on Investment. C'est l'énergie qu'on dépense pour obtenir une certaine quantité d'énergie d'un carburant. Et malheureusement pour nous, les carburants fossiles sont extrêmement performants sur ce critère-là. Et je vous invite à aller lire une publication du JRC qui est sortie en 2020, qui est, alors, elle est un peu longue, elle fait 300 pages, avec beaucoup de documents annexes, mais qui est extrêmement détaillée, qui nous apprend globalement du gasoil ou de l'essence, son ratio énergétique, c'est à peu près 0,25 kWh d'énergie dépensée sur le cycle de vie de l'énergie pour obtenir 1 kWh de carburant à la sortie. C'est-à-dire qu'on dépense en gros un quart de l'énergie qu'on a à la sortie. Donc c'est performant. Sur tous les carburants de la transition énergétique, on va se balader entre à peu près 0,5 et 7. Ça veut dire que pour faire la même quantité de déplacement, on va consommer beaucoup plus d'énergie au global. Et un des petits soucis, c'est que l'énergie n'est pas quelque chose d'infini sur la Terre, ça a ses limites, surtout quand on parle de carburants renouvelables ou biocarburants qui sont des énergies de flux et non pas des énergies de stock, parce que globalement le pétrole c'est un stock et on le soutire plus ou moins vite, donc à l'instant T il est quasiment disponible de manière illimitée jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du réservoir. Toutes les autres énergies, ce sont des énergies de flux. Vous ne pouvez pas décider une année d'en consommer 3 fois plus que l'année d'avant, c'est juste pas possible parce que la quantité disponible n'est pas illimitée. Et donc, vous allez me dire, bon, bah, c'est super, merci pour le tableau un peu critique. Tout ça va nous obliger à faire de la sobriété si on veut pouvoir maintenir un niveau de mobilité qui est similaire à celui d'aujourd'hui. Et dans cette transition énergétique, il n'y a pas une énergie qui est bien meilleure que les autres. Globalement, les biodiesels, on se balade entre 0,5 et 2,5, c'est-à-dire qu'on va consommer jusqu'à 2,5 kWh d'énergie pour obtenir 1 kWh de carburant à la fin. C'est-à-dire qu'on a consommé 2,5 fois plus d'énergie pour produire ce carburant que ce qu'on a à la sortie. Le biométhane, c'est aux alentours de 0,9 kWh pour 1 kWh de carburant. Et le pire de tout, c'est l'hydrogène par électrolyse. On est à 7 kWh pour obtenir 1 kWh d'énergie carburant. Donc tout ça va nous obliger à faire de la sobriété. Et une des manières de faire la sobriété, et c'est le thème de la table ronde, là, c'est d'utiliser les données. Alors on peut faire des choses extraordinaires, moi c'est ce qui me rassure, c'est ce qui va nous permettre de continuer à faire de la mobilité en le faisant de manière décarbonée, en quittant les énergies fossiles. 2 exemples très simples de projets sur lesquels j'ai pu collaborer. L'éco-conduite, la formation éco-conduite, c'est quelque chose d'extrêmement performant pour faire de la sobriété. C'est quasiment instantané, ça coûte extrêmement peu d'argent et on peut espérer raisonnablement gagner 10% de consommation. C'est immédiat. Vous faites la formation, le lendemain, le chauffeur fait 10% de moins. Le problème, c'est que, suivant le chauffeur, ces 10% vont être efficaces pendant 2-3 mois jusqu'à 24 mois. Et tout l'enjeu, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut faire du recyclage. C'est-à-dire qu'il faut refaire une formation aux personnes, certains plus rapidement que d'autres. Et la data peut nous aider en suivant chauffeur par chauffeur avec des indicateurs précis. Alors ça nécessite d'agglomérer pas mal de données, mais on arrive à suivre et à savoir quand est-ce qu'il faut reformer les chauffeurs pour être toujours au maximum de niveau de performance. 10%, dites-vous, pour information, on consomme quand même 35 milliards de litres de gasoil par an. 10%, c'est 3,5 milliards de litres qu'on économise instantanément, juste en formant les gens. Le problème, c'est que ça coûte quand même de l'argent, la formation, donc on ne peut pas en faire trop, mais si on n'en fait pas assez, on n'a pas les gains, donc il faut ajuster. Ça, c'est un premier exemple de ce qu'on peut faire avec de la data. Un autre exemple, et c'est tout bête, le suivi de pression des pneumatiques. Globalement, des pneumatiques sous-gonflés annuellement, sur une année, c'est 2,5% de surconsommation.
on capte globalement quasiment tous les pneus aujourd'hui sont suivis en pression sur les véhicules. Il suffit de remonter cette donnée et de créer une alerte quand on est en sous-gonflage pour envoyer quelqu'un regonfler. C'est extrêmement simple à déploiement. On peut gagner 2,5% en général au niveau national. Donc voilà, juste pour démontrer que la data souvent existe, on ne l'utilise pas toujours assez, je pense. Voilà. Donc on voit bien qu'on a des pistes d'optimisation de la consommation, de l'infrastructure au bénéfice des mobilités douces, des réseaux de transport en commun. Il y a, il me semble aussi, des enjeux de sobriété si on veut raisonner en termes de nouvelles solutions de mobilité, de nouveaux véhicules, de nouvelles motorisations, de nouveaux carburants. Et donc, il y a aussi des enjeux de sobriété sur le volet technologique, en fait. Il n'y a pas nécessairement de distinguo si clair que ça entre les volets sobriété et le volet technologique. Et alors, je vais recommencer de nouveau par vous, Jean-Marc Zulesi. Le développement de la mobilité électrique occupe une place importante dans la stratégie de décarbonation française. Les syndicats départementaux d'énergie jouent un rôle vraiment central dans le déploiement de l'infrastructure en France. Et donc, j'ai une première question. Voilà. Quelle importance accordez-vous de façon générale dans votre activité de recharge? Et puis une deuxième, quel rôle peuvent jouer les données dans la mise à disposition d'un réseau qui soit à la fois robuste, attractif pour les usagers, et puis économe en énergie? Merci de mettre en lumière les syndicats d'énergie, les AODE, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, parce que c'est pas parce que je travaille, je dirige celle des Bouches-du-Rhône, mais vous en trouvez dans tout le département. Ils font un vrai travail de proximité. Je vais répondre bien entendu à vos deux questions, mais c'est quand même important en amont de mettre en avant un peu notre politique énergétique, notamment sur le sujet de l'électrification, parce que on a fait le choix, nous, de ne pas opposer les différentes sources d'énergie. C'est-à-dire qu'on est engagé aussi sur le sujet du gaz, et en particulier du biogaz, avec une attention particulière sur nos réseaux, puisque je vous parle de nos réseaux de gaz parce que nos ancêtres ont mis des années, voire des décennies, à pouvoir les implanter, notamment en ruralité, mais aussi en urbain. Et donc nous, on est engagé sur le sujet du verdissement de la molécule de gaz. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'il y a des applications en matière de mobilité qui sont tout à fait intéressantes, notamment lorsque l'électrification n'est pas encore tout à fait mûre. Je pense notamment à des transports lourds ou semi-lourds, où le gaz offre une solution tout à fait intéressante. Je vous partage aussi le fait que nous, on a, dans notre flotte de véhicules, on n'a plus de carburant de gasoil, d'essence. En revanche, enfin, encore de l'essence, mais hybride, avec du gaz sur une partie de nos véhicules et des véhicules électriques. Donc ça, c'est le premier sujet qui fait un peu le lien avec la sobriété, parce que on fait le choix de ce mix énergétique important pour nos territoires. Le deuxième sujet, c'est sur le déploiement de nos bornes de recharge électriques, où effectivement les syndicats d'énergie ont un rôle essentiel. Nous, notre volonté, c'est d'avoir une vraie politique d'aménagement du territoire. L'objectif, c'est que sans mettre, parce qu'on n'a pas eu des ressources infinies, mais c'est de pouvoir avoir une véritable politique d'aménagement du territoire où la borne qu'on déploie dans un petit village, eh bien, qui ne nous rapporte peut-être pas autant qu'une autre, mais elle peut être financée par la borne qui est dans une grande ville qui marche un peu mieux. Et cette véritable logique d'aménagement du territoire, elle participe aussi à une sorte de sobriété, parce que ça permet à ce que l'habitant du petit village n'aille pas dans la ville à côté pour recharger sa voiture. Le deuxième sujet très important, c'est le sujet des réseaux, et ça c'est le nerf de la guerre. Il faut être en capacité de pouvoir tenir compte de ce que j'appelle moi la santé des réseaux, c'est-à-dire que on ne doit pas
soutirer trop d'énergie sur le réseau, c'est ma conviction, et ça c'est une politique de sobriété. Donc à chaque fois qu'on installe une nouvelle borne, eh bien cette borne elle est caractérisée en fonction de la caractéristique du réseau et des tensions qu'on a pu avoir dans le passé sur le réseau. Et c'est la raison pour laquelle il y a certes des logiques budgétaires, mais nous on a fait le choix de ne pas, pour le moment, bien qu'on soit pas mal de citoyens nous le demandent, mais on a fait le choix dans notre régie de ne pas déployer des bornes ultra rapides. On reste sur des bornes moyennes à 22 kg qui sont très bien, qui font un très bon mix entre la volonté de recharger, je mets rapidement entre guillemets, parce que c'est jamais assez rapide dans une société de consommation où il faudrait que tout soit fait tout de suite, et un mix entre cet aspect-là et la santé du réseau. Parce qu'on imagine bien que lorsque vous mettez une borne ultra rapide, forcément ça va soutirer une énergie très importante, et lorsque vous multipliez cela, ça peut déséquilibrer complètement la santé d'un réseau. Et puis le troisième point, pour tendre vers cette sobriété, eh bien, il faut qu'il y ait une petite carotte derrière, et donc on a réfléchi à une grille tarifaire qui tient compte de cette sobriété, puisque en gros, on n'a pas une grille tarifaire dynamique, parce qu'il faut laisser une visibilité, une lisibilité à la grille tarifaire, mais elle a été pensée pour que le prix tienne compte, le prix de la recharge tienne compte de la santé des réseaux. Donc à partir du moment où le réseau est en tension, forcément c'est là que le prix de la recharge sera le plus fort, et à contrario, quand on a pas mal d'électricité qui passe, c'est là que le prix est plus attractif. Voilà comment, au sein d'une collectivité locale, une autorité organisatrice de la distribution d'énergie, on tient compte de ce critère important de sobriété. Merci beaucoup. Sandra Terry, chez Nextmove, vous accompagnez aussi le développement de solutions sobres dans le domaine de la recharge. Alors, qu'est-ce que vous avez comme projet ou comme solution au sein de l'écosystème Nextmove qui serait susceptible d'intéresser un acteur comme un syndicat départemental d'énergie ? Alors, Nextmove a la chance d'avoir un accélérateur qui s'appelle le Mobility Business Accelerator, le MBA. Voilà, on a osé le faire. Et ça nous permet de capter des pépites. Et moi, j'ai envie de vous parler d'une pépite qui s'appelle WOTC. WOTC, alors attention, j'espère qu'il n'y a personne de Renault Dacia dans la salle. C'est la Dacia de la borne de recharge. Alors vous avez tous connu le Duster, vous l'avez peut-être adoré ou pas, je ne sais pas, mais le principe du Duster, c'est vraiment de réutiliser des éléments de conception dont la robustesse sur le cycle de vie est confirmée. Donc ça coûte pas très cher en ingénierie, c'est relativement frugal, etc. C'est fiable, c'est assez ouvert, on peut récupérer de l'information, etc. Et ben c'est exactement une des solutions proposées par WOTC qui offre, on va dire, une techno éprouvée de bornes de recharge relativement low-tech, low-cost, et qui en plus a la possibilité de se mettre un peu partout. Donc ça veut dire qu'elle pourrait envahir, on le souhaite, des espaces privés comme des espaces publics, et qui en plus est pilotée par la donnée et facilement maintenable. Donc elle a tout pour plaire, et je pense que c'est intéressant de voir ce genre de game changers dans notre environnement, des gens qui vont un peu disrupter, parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'on passera à l'électrique quand on est obligé d'utiliser cette mobilité-là? Parce que la mobilité la plus frugale, c'est celle dont on se passe. Mais en tant qu'acteur de la mobilité, je ne peux pas complètement vous dire ça, je vais plus avoir d'adhérents. Et ben c'est le fait qu'on soit serein. Moi, je pense que l'homme est un animal social, et parfois il cherche quand même un peu le moindre effort. Et si on peut recharger exactement comme cet objet-là, une voiture, à tout moment, parce qu'on ne se pose pas la question, en fait. C'est-à-dire, on va d'un point A à un point B, on est sûr de trouver une infrastructure pour recharger, et bien on va être plus enclin à utiliser un véhicule électrique, en fait. On va être moins stressé. Après, est-ce qu'il faut que la charge, elle soit toujours hyper performante? Ça, c'est une vraie question. Pas forcément. Si vous avez le temps de charger et que vous pouvez le faire souvent, ben vous n'avez pas besoin de ça. Après, sur l'autoroute, c'est un autre sujet. Voilà, donc il y a vraiment, entre guillemets, quelque chose là à mettre en œuvre de façon assez forte, à développer encore nos infrastructures de charge, et pour les collectivités publiques à moindre coût, parce qu'elles sont elles aussi dans des effets ciseaux d'efforts budgétaires. L'autre point, c'est, vous l'avez évoqué et on vous rejoint complètement, c'est sur la charge du réseau, en fait, et le fait
d'optimiser les temps de charge. J'ai envie d'évoquer Yuri, qui est un de nos adhérents franciliens, qui propose une sorte de solution qui permet à toute personne, parce qu'on peut l'utiliser chez soi également, de trouver le meilleur moment pour charger un véhicule, parce que le réseau n'est pas saturé, parce que ça coûte pas cher. Et puis on pourrait aussi parler de la charge bidirectionnelle qui permet de renvoyer dans le réseau avec des smart grids de l'énergie. Donc ça, c'est aussi des solutions à regarder quand on est en train de parler de frugalité et d'usage de la data et de systèmes connectés, d'écosystèmes de mobilité connectés qui permettent d'aller vers quelque chose d'assez frugal et durable et soutenable sur les véhicules électriques. Et puis enfin, sur l'information, on a tous envie de payer pas très cher, en fait, quand on va charger son véhicule. Je suis sûre que vous avez tous un véhicule électrique, ou pas de véhicule du tout. J'ai envie de parler de ChargePrice, qui est une solution qui, sur l'ensemble de l'Europe, propose de la data et vous permet de savoir où est le point de charge le plus proche et le moins cher. Et c'est aussi un élément qui vient sécuriser, finalement, votre expérience utilisateur, parce qu'on en est là, de mobilité sur un véhicule électrique. Il y a un dernier point qui me tient à cœur, et si j'ai encore le temps de le placer, je souhaiterais le dire, a été évoqué l'éco-conduite. Et donc le fait de donner à l'automobiliste de l'information pour modérer son usage du véhicule. Et effectivement, il y a un effort important à porter sur ce sujet-là, que sont en train de porter les constructeurs automobiles et les équipementiers. On parle beaucoup du Software Defined Vehicle, donc la voiture qui est conçue autour du logiciel. Alors ça permet plein de choses, ça permet d'utiliser le retour d'expérience pour concevoir plus vite, moins cher, de façon plus frugale, en économisant plein de choses qui sont très précieuses comme les terres rares. Mais ça permet également de donner de l'information en temps réel à l'automobiliste. Et aujourd'hui, on le sait tous, on modifie quand même notre conduite quand on a la consommation instantanée, quand c'est un véhicule, qu'il soit thermique, il y en a encore, ou électrique. Et on pourrait imaginer plein d'usages qui vont encore beaucoup plus loin pour prendre le relais avec des systèmes qui s'autonomisent de plus en plus et faire en sorte que quand on est contraint d'utiliser un véhicule, une automobile, eh bien on le fasse avec le plus d'efficience possible. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Richard Lecoupeau, lors de votre première prise de parole, vous insistiez sur l'enjeu de réduction de la consommation énergétique, mais vous considérez aussi que la pertinence des différents carburants alternatifs se mesure à l'aune de la sobriété dans leur chaîne de valeur énergétique. Et donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est en quoi le biométhane est, de ce point de vue, une solution intéressante ? Il n'est pas une solution en soi sur ce critère-là. Et je l'ai dit au début, dans ma première intervention, on a tendance à focaliser sur un critère et ne regarder que ce critère. Si on regarde sur le critère CO2, il est extrêmement bon, puisqu'on baisse d'à peu près 80% l'empreinte carbone d'exploitation d'un véhicule en passant au bio-GNV. Si on regarde sur le critère énergétique, malheureusement, on va passer d'un TRE, ce que je vous parlais au début, de 0,2 à peu près, donc on dépense 0,2 kWh pour avoir 1 kWh d'énergie quand on est en fossile, en gaz fossile, à quelque chose aux alentours de 0,9. Donc on va augmenter le besoin énergétique global. L'avantage du bio-GNV par rapport aux autres énergies de transition, c'est que c'est plutôt un bon élève. C'est-à-dire que pour une énergie alternative, il a un TRE qui est plutôt performant, mais il n'empêche qu'il ne résout pas ce problème d'accroissement du besoin énergétique. Par contre, si on regarde, et je pense que c'est très important dans la transition énergétique de regarder les choses de manière le plus holistique possible, d'avoir une vue globale, ce qui rend les analyses assez complexes, mais c'est vraiment nécessaire, c'est de voir que le biométhane est produit localement, donc sur le territoire. Il utilise, et Jean-Marc l'a très bien dit, les réseaux existants, qui sont des actifs qui ont coûté très cher et pris beaucoup de temps à être déployés. Il est non délocalisable. Il est socialement extrêmement performant puisque ce sont des emplois locaux non délocalisables. Il fonctionne, il est produit avec des matières premières produites sur le territoire qui n'entrent pas en concurrence alimentaire. C'est donc un biocarburant de deuxième génération. Alors juste pour rappeler à tout le monde, dans les biocarburants, il y a deux catégories. Première génération, en gros, on fait une concurrence alimentaire avec l'homme. Typiquement, certains biodiesels où on utilise des huiles de colza, par exemple, rentrent en concurrence alimentaire. Donc c'est un carburant de première génération. Le biométhane, lui, c'est du deuxième génération puisqu'il utilise des matières premières qui n'entrent pas en concurrence alimentaire.
Donc tout ça pour dire qu'on a un ensemble de facteurs qui font que le biométhane est très performant sur ces critères-là. D'autres énergies alternatives le sont aussi, sur d'autres périmètres. Mais quoi qu'il en soit, et on peut le regarder dans tous les sens, chaque énergie alternative, et je vous l'ai dit tout à l'heure, a une disponibilité qui est limitée. Et on va être obligé d'utiliser toutes les énergies à notre main. Si on veut quitter le fossile, on est obligé de toutes les utiliser. Et c'est même pas certain qu'elles suffiront pour réussir notre transition et donc notre décarbonation. Et accessoirement, et ça a été très bien dit avant, pour les réseaux, parce qu'on l'entend beaucoup de dire on va passer au 100% ci, au 100% ça, bon courage si demain on fait du 100% électrique, les réseaux, ça ne va pas être une blague de les améliorer. Et ça va coûter extrêmement cher, je ne suis même pas certain qu'on ait les moyens économiques de le faire. Technique, oui, mais économique, ce n'est pas certain. Donc il faut qu'on utilise, et ça c'est de la sobriété, intelligemment, tout ce qui est à notre disposition pour arriver à notre fin, qui est globalement de décarboner, tout en ayant, si possible, un peu de souveraineté énergétique. C'est pas un mal, parce que si on quitte une dépendance pétrole pour aller vers une dépendance technologique sur certains aspects, ou minerais, si on parle de batterie, ou autres ressources, puisque certains biocarburants, on importe de la matière première étrangère, parce qu'on n'en a pas assez localement, c'est dommage. Donc voilà, je pense qu'il faut réfléchir sur un prisme très large, et là-dedans, le biométhane se place très très bien. Je trouve intéressante cette idée cet enjeu de souveraineté, enfin d'introduire dans le débat cet enjeu de souveraineté énergétique. Ce que je me disais, c'est qu'il y avait aussi du coup peut-être un enjeu en termes de souveraineté numérique, à laquelle peut-être qu'un acteur comme Nextmove auquel contribue Nextmove en permettant le développement de solutions locales, etc. Alors, je ne sais pas si vous aviez un mot, alors peut-être de façon un peu impromptue, mais sur cette question de cet enjeu de souveraineté numérique. Ça, c'est la question piège. Non, je voulais quand même rebondir avant sur l'intervention. Nextmove est agnostique des solutions technologiques. Et donc, je trouve effectivement très pertinent de regarder l'impact global des solutions sur le cycle de vie. Ça, c'est une approche qui se fait, pour le coup, sur la data, rationnelle. Et on a effectivement dans l'écosystème Nextmove, j'ai envie de dire, les parties prenantes à la fois académiques, recherche, les industriels, les grands de l'énergie, des PME, etc., pour avoir cette approche de tiers de confiance et objectiver les choses. Et ça, c'est vraiment important qu'on se fédère tous autour de notre capacité à objectiver pour avancer. Voilà, il n'y a pas de solution parti pris. Sur la souveraineté des données, c'est une vaste question, madame, j'ai envie de dire que il faut être modeste sur ces sujets-là. Aujourd'hui, les GAFAM sont ultra présents. Si j'ai un point de vue citoyenne, je dirais qu'il y a une partie des combats qui sont déjà dépassés, à mon sens. Nextmove, néanmoins, a à cœur de faire en sorte de faire éclore des solutions au sein de son écosystème, de privilégier des solutions qui reposent sur un cloud le plus européen possible. Vous savez qu'il y a l'IA Act, etc. Mais je pense qu'il faut être très conscient qu'une partie des tuyaux mondiaux de nos infrastructures numériques ne sont pas détenus par des entités franco-françaises ou européennes. Donc voilà, il y a vraiment une réalité là-dessus et c'est un vrai sujet de risque et de résilience que j'ai pas la prétention d'adresser là, mais sur lequel beaucoup d'acteurs sont en train de phosphorer. C'est probablement une vraie difficulté en fait à lever. Et aujourd'hui, la donne mondiale est quand même très clairement détenue de l'autre côté de l'Atlantique et également côté asiatique, quoi. Voilà, il faut le savoir. Mais nous sommes effectivement partie prenante d'infrastructures franciliennes comme normandes sur le numérique. Il y a de belles initiatives sur nos territoires, mais elles font aussi ce qu'elles peuvent. Voilà. Merci beaucoup Sandra pour cet éclairage. Sans tomber dans aucun angélisme, et surtout au regard de ce qui se passe au niveau international et au niveau national, mais je crois qu'on montre à travers les activités de Nextmove, mais aussi par votre présence aujourd'hui, que rien n'est perdu. Certes, on fait face à de nombreuses difficultés, à une concurrence féroce qui nous vient des États-Unis, qui nous vient de la Chine, mais je crois qu'on a aussi, et je le répète, vous le montrez au quotidien, une capacité de relever ces défis.
certes, on a une politique nationale qui est complexe, où c'est difficile de pouvoir donner une visibilité, de donner confiance dans l'entrepreneuriat, mais moi je suis convaincu que c'est une parenthèse et que grâce à vous, dans les années à venir, on sera en capacité de relever tous les défis que nous avons partagés cet après-midi. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup à tous. Voilà, j'avais imaginé faire une petite conclusion, mais je pense que finalement, on n'a plus trop le temps. Et puis, autant lancer les questions avec la salle. On a peut-être, je ne sais pas, une dizaine, 10-15 minutes, sachant qu'on est déjà un peu en retard. On a voilà, une bonne dizaine de minutes pour échanger avec vous. Y a-t-il des questions dans la salle, des volontaires? Je ne vois aucune main qui se lève, c'est un peu inquiétant. Ah, formidable. Bon, est-ce qu'il y aurait une... Super. Je ne peux que être d'accord avec votre analyse, évidemment. Je suis partisan de ne jamais mettre d'œillères, quitte à découvrir des choses qui ne sont pas bonnes pour certains. Je ne sais pas si ça marche bien. Pour certaines approches, mais à mon sens, on n'a pas l'opportunité de se tromper dans ce qu'on est en train de faire. Et malheureusement, et on le voit, et je ne vais pas citer d'énergie en particulier, je ne veux pas me faire d'ennemis dans la salle, mais on a de temps en temps, peut-être sur des... Et ça a été très bien dit par Sandra, sur des ressentis. Je pense qu'il y a eu des ressentis très forts et on a dit, bah, tiens, on va dans cette direction-là. Si on avait un tout petit peu objectivé les éléments, on n'aurait peut-être pas perdu de temps et d'argent. Et c'est très malheureux parce que, et je pense que tout le monde le voit et le ressent, et ça c'est du ressenti, nos capacités économiques baissent. Notre capacité d'innovation, non, mais comme elle est intrinsèquement liée aux capacités économiques, forcément ça baisse avec. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse se permettre de faire 50 allers-retours et se dire à chaque fois, bon, c'est pas grave, on va changer de stratégie. D'autant plus que l'énergie est quelque chose au temps long qui est extrêmement coûteux et extrêmement impactant pour notre système économique. Il vous suffit de regarder ce qui se passe dans le monde de l'automobile, et c'est en train aussi d'arriver dans le monde du poids lourd, où on donne des injonctions aux industriels, un coup à gauche, un coup à droite. Sauf que c'est très simple de dire un coup à gauche, un coup à droite, sauf que pour l'industriel, c'est extrêmement compliqué d'y aller, et ça engage énormément d'impacts sociétaux chez nous, et de délocalisation de compétences et d'achat. Et je trouve que tout poser sur la table, en étant très clair, sans parti pris, de se dire, bah ouais, ok, il y a des... Enfin, je suis là pour France Mobilité Biogaz, j'ai quand même dit devant tout le monde, le gaz n'est pas parfait sur la partie énergétique. Le biogaz énergétique n'est pas parfait. Mais il est bon, il est relativement performant, mais il est tellement bon sur plein d'autres critères que je pense que la balance peut nous permettre de dire, ok, il faut y aller. Et j'ai l'impression que des moments où on regarde avec une petite œillère un petit sujet et tout le monde se contente de ça et puis on fonce dans cette direction. Et c'est dommage. Et donc le scope 3, oui, bien sûr, il faut l'intégrer dans les analyses globales. C'est une erreur de ne pas le faire. Parce que quelque part, le CO2 n'a pas de frontières, hein, contrairement aux radiations, à la radioactivité qui s'arrête aux Alpes, sensiblement. Le CO2, lui, c'est planétaire. Moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce que ça veut dire scope 3 ? Pardon, oui. Alors, scope 1, c'est l'énergie que vous consommez directement sur votre site, donc dans votre activité. Scope 1, scope 2, c'est ce qu'une entreprise consomme directement comme énergie, et donc ces émissions de CO2, qu'elles soient sur son site ou déportées, parce que quand vous consommez de l'électricité, il n'y a pas de CO2 qui est émis, il est émis au niveau de la production. Donc, scope 1, scope 2, c'est ce que fait une activité, c'est ce qu'il y a dans l'activité de l'entreprise. Tout ce qui est scope 3, c'est tout ce qui est sous-traité. Donc, concrètement, vous êtes un fabricant de téléphones, vous payez un transporteur pour transporter vos téléphones jusqu'au magasin. À partir du moment où c'est une sous-traitance, le transport, l'empreinte carbone de ce transport est intégrée dans le scope 3 qui, historiquement, n'était pas pris en compte dans l'empreinte carbone des entreprises. Et il y a des entreprises, je vais vous donner un exemple, je le sais parce que j'ai bossé dessus récemment, Nestlé, 95% de son empreinte carbone est dans le scope 3.
Donc Nestlé peut faire tout ce qu'elle veut sur son scope 1 et 2. Au mieux du mieux, elle ira chercher 5% si elle se mettait à émettre 0. Voilà, juste pour vous donner les ordres de grandeur. Et il y a beaucoup d'entreprises industrielles dans le monde où, très majoritairement, l'empreinte carbone est dans le scope 3 qui n'était jusqu'à très récemment pas prise en compte. Alors, y a-t-il une deuxième question? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Moi, j'ai une question, c'est un peu plus général. Enfin, c'est une question que je me pose souvent. Un sentiment que j'ai, c'est toutes ces utilisations de données en fait pour la mobilité, l'atténuation du changement climatique. Est-ce que ça nous amène pas en fait à créer des systèmes extrêmement complexes qui sont plus fragiles parce qu'on est plus dépendant d'interactions, de flux, etc. Et est-ce que, du coup, en allant vers cette logique d'atténuation via des systèmes complexes, on ne crée pas un peu un manque de résilience et du coup des difficultés sur le volet plutôt adaptation au changement climatique? Et du coup, j'avance un peu sur la question, mais effectivement, il y a sans doute un arbitrage. Et quelles sont les clés à avoir pour faire cet arbitrage, notamment au niveau politique et pour les décideurs? Moi, je peux faire un petit bout de réponse, et puis après, Très court, si possible. Juste sur la partie, si on pense, partie énergie en tant que telle, aujourd'hui, on approvisionne du pétrole partout sur la planète, ce qui nous donne de la résilience. Quand on se fâche avec un pays, on peut l'acheter ailleurs, c'est très pratique. Si on parle juste batterie, par exemple, il faut savoir que 95% de la production des terres rares est liée à la Chine. Donc si on se fâchait demain avec la Chine, instantanément, on n'est plus capable de faire de la batterie, sachant qu'elles sont importées. Donc c'est pour ça que je parlais de souveraineté énergétique, et il en découle une certaine souveraineté technologique sur notre capacité et on le voit bien, les pays se fâchent de plus en plus facilement, du moins c'est le sentiment que ça donne. Et donc du coup, le fait d'être multi-sourcing, on quitte du 100% pétrole qui est multi-sourcing, mais c'est une seule énergie. C'est pas inintéressant si on va sur du multi-énergie, qui sera peut-être lui par contre mono-sourcing à chaque fois, mais au pire on ne perdrait qu'une fraction de notre capacité énergétique. Ça c'est ma vision pour la partie vraiment énergie. Oui, peut-être l'autre éclairage peut être donné dans tout ce qui est autour du véhicule, peut-être. Un élément, il y a une course un peu, en tous les cas, elle peut être perçue comme ça, une course à des fonctionnalités de plus en plus poussées. Et effectivement, il y a certainement une balance à avoir. Vous en avez entendu parler. Là, l'Europe réfléchit fortement sur l'idée d'un petit véhicule abordable, et c'est effectivement une voie de frugalité en fait. La frugalité et la sobriété est un chemin qui est d'autant plus facile à aborder quand on allège un petit peu les contraintes technologiques, j'allais presque dire réglementaires, mais est-ce bien raisonnable, et effectivement la consommation d'énergie qui est autour. Donc vous soulevez un sujet qui est assez intéressant. Après, sur la multiplicité de l'information, il y a aussi un enjeu, c'est-à-dire que l'infobésité, ça existe effectivement, et je pense qu'il faut appliquer la méthode KISS, rester simple et stupide, le plus possible, et ça c'est aussi un enjeu parce que sinon le citoyen, et j'aime bien parler de Madame Michu souvent, ça me pensait à ma grand-mère, pour qu'elle puisse opérer elle aussi sa propre transition, utiliser le bon mode de transport, il faut que l'information qui lui parvienne soit assez simple. Et on pourrait revenir d'ailleurs sur cette idée d'infrastructure de charge rapide, pas charge rapide. Vous voyez, sur les autoroutes, par exemple, il y a des charges ultra performantes, ultra rapides. C'est super, les gens ils chargent, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand on a atteint 80%, ça ne sert plus à rien de rester sur ce type de charge, en fait. Parce qu'en fait, la technologie ne permet pas de remplir plus vite. Là, vous allez sur une charge qui est beaucoup moins puissante et ça ira tout aussi lentement ou tout aussi vite. Et vous voyez, c'est ce type d'information qu'il faut aussi réussir à apporter au plus près de l'usager pour qu'on puisse aller au bout de notre désir de frugalité et d'abaisser absolument notre impact carbone et notre impact sur la planète. Voilà. Mais vous soulevez un sujet assez intéressant qui d'ailleurs intéresse aussi un autre domaine qui est celui de la défense, par exemple. Sur la défense, on se pose aussi pas mal de questions sur le côté frugal parfois et la capacité à faire avec peu de moyens. Bon, c'est pas très gai là ce que je suis en train de vous dire, mais effectivement on est très dépendant de l'énergie. Et imaginons que pendant un court instant, de 5 ou d'une journée, nous n'en ayons plus. Comment faisons-nous ? C'est un vrai sujet. Certains se le sont posés. Je suis une ancienne de la SNCF, donc pour faire circuler des trains, quand il y a un poste de commandement qui a un incident majeur, comment on fait pour faire circuler des trains sans énergie et donc sans information ? C'est un peu pareil pour vous, quoi. Imaginons que
pendant 2 jours, vous n'ayez plus ça. Comment faites-vous? Une vraie question sociétale, auquel je ne répondrai pas. L'ouverture était parfaite. Non, mais moi, pour répondre très rapidement en un mot, moi, je suis convaincu qu'à partir du moment où l'homme avec un grand H est en capacité de maîtriser la donnée et qu'il continue à réfléchir et que la donnée ne réfléchit pas à sa place et qu'on l'utilise le plus simplement possible, c'est-à-dire au service d'un besoin pour répondre à une attente de nos concitoyens dans les territoires, eh bien, moi je suis convaincu que nous sommes en capacité de garder la main. Alors, une petite question à Marc-Xavier. Est-ce qu'on a le temps de prendre encore une question, par exemple, ou on a déjà dépassé le délai? Ah, une question, voilà, bien ciblée, avec peut-être un interlocuteur à qui vous souhaitez adresser précisément cette question. Ah, super. Oui, bonjour. Vous parlez du réseau électrique et puis de la puissance énergétique qu'on est en mesure de construire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive très vite, ce qui veut dire que, est-ce que moi, chez moi, je vais être obligé de réduire le temps ou le moment où je vais charger ma voiture parce que mon voisin est en train d'utiliser l'intelligence artificielle? Non, mais c'est une très bonne question. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à la manière dont on consomme et qu'on le fasse intelligemment. Je parlais tout à l'heure d'aménagement du territoire. On a loupé, je pense, dans certains territoires, un aménagement durable de nos territoires avec, je dis souvent, en parlant des Bouches-du-Rhône, que j'adore, mais ça ressemble beaucoup à la chambre de ma fille une fois qu'elle a joué à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas très bien rangé. Eh bien, je pense que je suis convaincu que, s'agissant des data centers, eh bien, il faut être en capacité de bien les ranger sur les territoires et après. Et d'ailleurs, on commence déjà à le faire. Il y a des offres d'effacement où un certain nombre d'acteurs s'engagent à effacer leur consommation, c'est-à-dire ne plus consommer lorsque le réseau est sous tension. Donc il faudrait sans doute assumer le fait que pour un certain nombre d'usages qui ne sont pas vitaux, alors je sais que c'est pas très populaire, eh bien ces usages-là s'effacent au profit d'une consommation qui soit plus importante que l'utilisation de l'intelligence artificielle qui jusqu'à maintenant n'est pas vitale. Eh bien, merci beaucoup à la salle pour ces questions. Merci à nos 3 intervenants pour vos éclairages et vos regards croisés sur cette question de l'utilisation des données en faveur d'une plus grande sobriété de la mobilité. Du coup, il est l'heure de rendre le micro et donc il y a une pause. Je l'ignorais. Merci à tous.